31 mai 2026. 9h, 12h de Londres. 50 caméras de presse internationales sont postées devant Buckingham Palace. Le monde entier s'attend à un point de presse de routine. Catherine, princesse de Galles, apparaît alors seule. Le roi Charles n'est pas à ses côtés. Le prince William ne lui apporte aucun soutien silencieux. Elle s'avance seule vers les micros. Elle fait une déclaration qui ressemble à un simple point sur la situation financière. Mais il s'agit en réalité d'une manœuvre juridique dévastatrice. Elle déclare devant les caméras que la couronne exige une transparence absolue. Elle annonce un audit complet et indépendant du système caritatif royal. Tous les fonds non déclarés seront immédiatement gelés à compter de minuit. Catherine affirme qu'on ne dissimulera plus les erreurs, mais qu'elles seront mises en lumière. La plupart des médias présentent cela comme un progrès. Ils passent complètement à côté de la réalité cachée. Elle vient tout juste d'initier officiellement un protocole qui gèle les dépenses discrétionnaires de la famille royale. Ce gel des dépenses n'est pas une simple mesure administrative. C'est une attaque ciblée conçue pour viser une personne en particulier. Il s'attaque à l'infrastructure financière que la reine Camilla a discrètement mise en place pendant des années. La présence isolée de Catherine sur la scène internationale est un choix délibéré. Elle ne s'exprime pas en tant que membre de la famille, mais affirme une autorité forte et indépendante. Elle signifie clairement à tous les membres du palais que les règles ont changé. Elle n'attendra plus jamais l'autorisation de qui que ce soit. Pendant que cette retransmission publique a lieu à Londres, une toute autre scène se déroule ailleurs. À 100 km de là, dans le Wiltshire, la reine Camilla séjourne au domaine de Raymil. À 11h du matin, la propriété est placée en confinement total. Aucun membre du personnel n'est autorisé à entrer ni à sortir. Les communications sont brutalement coupées, sans avertissement. Soudain, un véhicule banalisé s'engage dans l'allée déserte. À bord se trouve un conseiller juridique de haut rang représentant le prince William. Cet avocat transporte un dossier sécurisé contenant un document hautement confidentiel. Au sein du palais, on parle déjà de contrat tacite. Il ne s'agit pas d'une lettre polie demandant à la reine de modérer ses interventions. C'est un accord juridique contraignant sans aucune marge de négociation. Les termes qui y sont stipulés sont véritablement extrêmes. En le signant, Camilla renonce à tout droit de s'exprimer publiquement. Toute déclaration publique future devra être approuvée par l'équipe de Catherine. Le réseau personnel que Camilla a mis 30 ans à bâtir est si pris pour cible. Ses relations avec les médias, ses alliances stratégiques et ses structures de mécénat caritatif sont neutralisées. Tout est démantelé dès l'instant où elle appose sa signature. On peut se demander pourquoi une reine consort en exercice accepterait une telle chose. Elle est de fait supérieure à Catherine dans la hiérarchie royale actuelle. Quel moyen de pression pourrait la contraindre à renoncer à toute son autonomie opérationnelle? La réponse tient en un chiffre précis, 12 450 000 $. Des experts comptables judiciaires ont passé des mois à examiner discrètement les comptes internes de la famille royale. Ils ont mis au jour une opération financière clandestine au sein du duché de Cornouailles. Les mécanismes de ce système étaient extrêmement sophistiqués et soigneusement dissimulés. De petites subventions administratives étaient approuvées pour couvrir les frais de fonctionnement courants. Sur le papier, tout semblait parfaitement normal et parfaitement légal.
Mais l'argent n'est jamais parvenu aux organismes caritatifs publics auxquels il était destiné. Ces fonds étaient en réalité détournés vers un fonds fiduciaire intermédiaire. De ce compte secret, l'argent fut à nouveau redistribué. Il circula à travers un vaste réseau d'organismes caritatifs et d'organisations indépendantes non répertoriées. Tous ces groupes étaient exclusivement liés au cercle de mécènes privés de Camilla. L'argent institutionnel fut ainsi canalisé dans un circuit fermé et intraçable. Ce circuit secret finançait ses réseaux privés et ses alliances de relations publiques. Il finançait l'expansion rapide de sa sphère d'influence personnelle. Tout cela était délibérément dissimulé au contrôle habituel du palais. Lorsque les enquêteurs ont enfin décrypté les documents, les preuves étaient irréfutables. La documentation relative à ces transferts était parfaitement irréfutable. Ces documents précis se trouvaient dans le dossier remis à Ray Mill. Le choix qui s'offrait à Camilla ce matin-là était brutal et sans appel. Elle pouvait signer le contrat et conserver son titre honorifique sans aucun pouvoir. Ou bien, elle pouvait refuser de signer et assister à l'escalade immédiate de l'enquête. L'alternative était d'affronter les autorités réglementaires externes et la presse internationale. En vertu de la loi britannique sur les organismes de bienfaisance de 2011, il ne s'agit pas simplement d'un problème d'image. Le détournement délibéré de fonds d'une fiducie caritative constitue une infraction pénale très grave. Si elle refuse l'accord, les documents seront immédiatement transmis aux enquêteurs fédéraux. Chaque numéro de compte et l'historique de chaque transaction seraient rendus publics. L'enquête publique qui en résulterait serait catastrophique pour la monarchie. Le palais serait institutionnellement tenu de prendre ses distances avec elle. Elle se retrouverait sans aucune protection juridique. Un facteur temporel crucial rend cet ultimatum extrêmement urgent. À 13h45 précise, le conseil privé doit se réunir. Cette session obligatoire vise à approuver officiellement le budget royal. Une fois ce document signé et intégré aux archives d'État, la situation change radicalement. Laisser cette réunion se dérouler avec un écart de 12 millions de dollars serait dangereux. La monarchie ne serait plus confrontée à un simple problème interne. En approuvant un registre financier falsifié, l'institution s'engage juridiquement. La couronne se retrouverait impliquée dans une vaste opération de dissimulation financière. La fenêtre d'opportunité pour résoudre ce problème est extrêmement étroite. La confrontation dans le Wiltshire doit avoir lieu avant le début de la réunion de l'après-midi. Elle doit avoir lieu avant que le budget officiel ne soit définitivement adopté. William exécute cette opération cruciale avec une précision chirurgicale. Son conseiller juridique pose les documents sur la table et sort. Camilla se retrouve seule dans le paisible domaine du Wiltshire. Elle n'a que quelques heures pour prendre la décision la plus lourde de conséquences qui soit. La suite des événements ne laisse aucun doute sur son choix. À 15h30, le service de presse royal publie un communiqué soudain. D'une concision inhabituelle pour une communication officielle de Buckingham Palace, il ne contient que 4 lignes, mais sa portée est immense. La phrase clé évoque des complications de santé soudaines et imprévues. Le communiqué indique que la reine consort a besoin d'une période de repos prolongée. Elle se retirera de toutes ses fonctions publiques officielles pour une durée indéterminée. Si vous suivez l'actualité royale, vous savez exactement ce que signifie ce langage précis.
complications de santé soudaines, c'est l'expression la plus hermétique du manuel de la Cour. La presse ne peut pas réagir de manière agressive, sans donner l'impression de s'en prendre à une personne malade. Le public n'exige jamais de délai strict lorsqu'un membre de la famille royale est réellement souffrant. Ce type de discours ne prévoit absolument aucune responsabilité. Il ne laisse aucune place aux journalistes d'investigation pour poser des questions complémentaires. C'est une porte close qui se referme définitivement dès qu'elle est ouverte. L'auteur de cette déclaration savait parfaitement ce qu'il cherchait à obtenir. Ce n'est certainement pas l'équipe de communication de Camilla qui l'a rédigée. Son équipe n'a plus le pouvoir de diffuser quoi que ce soit au public. La princesse de Galles contrôle désormais l'intégralité du récit de A à Z. Si les preuves financières sont irréfutables, pourquoi ne pas retirer purement et simplement le titre de reine consort à Camilla? Pourquoi lui permettre de conserver ce titre même à titre purement honorifique? Pourquoi préserver le prestige de la monarchie tout en démantelant discrètement tout ce qui la sous-tend? La réponse se résume toujours au roi Charles et à sa position précaire. Un retrait public et définitif du titre de reine consort serait dévastateur. Ce serait un coup fatal pour son règne tant sur le plan politique que personnel. Un scandale impliquant des millions détournés de fonds caritatifs est extrêmement difficile à gérer. L'image d'un monarque en exercice, prise au piège de cette affaire, est terrifiante. Que sa propre épouse soit prise en flagrant délit de détournement de fonds de ses fiducies est un véritable cauchemar. C'est le genre d'histoire qui ruine à jamais un héritage historique. En permettant à Camilla de conserver le titre sur le papier, l'institution survit. En la privant secrètement de son pouvoir opérationnel, on protège Charles des conséquences désastreuses. Le public voit simplement un roi compréhensif confronté à une crise familiale. Il perçoit une dignité sereine plutôt qu'une vaste conspiration criminelle en train de se dévoiler. L'écart entre la perception du public et la réalité est entièrement intentionnel. Le quotidien de Camilla aujourd'hui est véritablement stupéfiant. Elle conserve son titre prestigieux et participe aux grandes diées d'État. Elle porte les bijoux imposants, sourit aux photographes et salue la foule depuis sa voiture. Mais chacune de ses paroles publiques est préalablement approuvée par le cabinet de Catherine. Chaque engagement auquel elle participe est soigneusement sélectionné par l'équipe de sécurité de William. Désormais, tout visiteur entrant dans sa résidence doit obtenir une habilitation de sécurité renforcée. Ces communications privées transitent par des serveurs internes surveillés par les conseillers de Catherine. Chaque appel téléphonique est enregistré et chacun de ses déplacements est consigné. Elle vit dans une cage de verre ultra sécurisée, construite par son beau-fils. L'image du pouvoir royal est parfaitement préservée pour le public, mais les mécanismes concrets de ce pouvoir lui ont été totalement retirés. 3 décennies d'influence soigneusement construites se réduisent à une image vide. Désormais, quelqu'un d'autre gère entièrement cette image à sa place. C'est un renversement complet et absolu de sa position, autrefois inébranlable. Tandis que cette transition s'achève, une absence criante se fait sentir tout au long de la journée, celle du roi Charles. Il est introuvable durant toute cette opération. Il ne publie aucune déclaration pour défendre son épouse face à l'audit. Il n'intervient pas pour empêcher l'ultimatum légal adressé au Wiltshire. Il ne fait aucune apparition publique et ne reconnaît en rien la crise qui se déroule. Pour un homme qui porte le lourd fardeau de la monarchie, son silence est assourdissant.
Des sources internes affirment qu'il est parfaitement au courant du contenu trouble de l'audit. Il sait exactement ce que renferme ce dossier juridique confidentiel. Il comprend qu'il lui est impossible d'user de son autorité souveraine pour la protéger. Si Charles intervient, William est prêt à révéler au grand jour les divergences. Le roi se retrouve pris au piège dans son propre palais. Protéger son épouse, c'est déclencher un scandale qui pourrait anéantir la monarchie. Garder le silence, c'est assister impuissant à la perte de son autonomie pour la femme qu'il aime. Il choisit l'institution et la couronne plutôt que celle pour qui il s'est battu. Il passe la journée reclus dans ses appartements royaux. Il observe son fils et sa belle-fille démanteler méthodiquement tout ce que Camilla a construit. Ce n'est pas un détail insignifiant dans la grande fresque de l'histoire royale. Voilà un roi qui n'a plus le véritable pouvoir au sein même de sa famille. Tous ceux qui vivent dans ce palais comprennent parfaitement la signification de ce changement d'autorité. Vers 5 heures du soir, le soleil commence à se coucher sur Londres. Les plus attentifs perçoivent un dernier détail, profondément symbolique. L'étendard personnel de la princesse de Galles flotte sur le toit dominant les murs de briques historiques du palais de Kensington. La plupart des touristes qui déambulent dans le quartier n'y prêtent sans doute pas attention. Pourtant, selon le protocole royal strict, il ne s'agit jamais d'un geste anodin. L'étendard hissé symbolise une présence physique et une autorité incontestable. Le hisser à la fin de cette journée particulière est une marque symbolique. C'est la signature finale sur tout ce qui vient de se dérouler en secret. Catherine est un membre discipliné de cette famille depuis 15 ans. Arrivée comme une étrangère, elle a dû faire face à une surveillance constante. Elle a su gérer les tensions internes sans jamais perdre son sang-froid en public. Elle n'a jamais donné à la presse britannique, agressive, le moindre prétexte pour alimenter les scandales. Elle a passé tout ce temps à observer le fonctionnement réel de l'institution. En coulisses, elle a découvert précisément où se situait le véritable levier au sein de ce système ancestral. Elle a compris quels mécanismes étaient réellement importants et lesquels n'étaient que pure mise en scène. Aujourd'hui était le fruit parfait et irréprochable de cette observation discrète. Il ne s'agit ni d'une confrontation spectaculaire, ni d'une explosion publique chaotique. C'est un transfert de contrôle opérationnel, propre, invisible et totalement indétectable. Le grand public ne comprendra probablement jamais pleinement ce qui s'est réellement passé. La version officielle reste la même, la monarchie est stable et profondément unie. Elle gère avec grâce une situation de santé privée au sein de la famille. Cette version se tient parfaitement car rien ne semble la contredire. Pas d'empreinte digitale, pas de dispute publique, pas de crise constitutionnelle. Juste un drapeau sur un toit et un communiqué de presse évoquant un besoin de repos. Mais voilà que les enquêteurs, en examinant les dernières pages de l'audit, découvrent une faille majeure. Ils découvrent une anomalie qui bouleverse toute la perspective de cette prise de contrôle. Un secret est enfoui au fin fond de la dernière section du dossier Box 11A. L'équipe interne du palais ne le repère apparemment pas avant de bloquer l'accès de Camilla. Ou bien si elle le repère, elle n'est tout simplement pas assez rapide pour stopper le processus. Dans les dernières minutes avant que l'équipe de sécurité de William ne coupe les serveurs internes, un événement se produit, un virement bancaire crypté est discrètement autorisé et exécuté depuis les
compte. Une part importante de ces fonds non déclarés n'est pas gelée. L'argent circule rapidement, contournant totalement le gel annoncé par Catherine à la télévision. Il n'est transféré ni vers un compte bancaire britannique, ni vers une organisation caritative locale. Il ne transite par aucun organisme relevant de la juridiction du Palais de Londres. Les données de routage pointent directement vers une entité holding privée offshore. Cette entité financière secrète est officiellement enregistrée à Montecito, en Californie. Si ce détail géographique précis ne vous dit rien, réfléchissez-y. Montecito est l'adresse exacte du prince Harry et de Meghan Markle. C'est là qu'ils vivent depuis leur retrait de leurs fonctions royales. Le compte destinataire est protégé par une structure financière liée au Sussex Trust. Les journaux de serveurs extraits de la dernière session de Camilla confirment la destination. Cette affaire bascule alors du stade des faits avérés vers un territoire inconnu et extrêmement dangereux. Les données brutes révèlent clairement un transfert financier massif et crypté. Elles n'expliquent pas automatiquement la nature exacte de la relation sous-jacente, mais leurs implications sont suffisamment importantes pour bouleverser notre compréhension du sujet. Songez au discours public dominant de ces dernières années, d'un côté Harry et Meghan, qui ont pris leur distance avec l'institution, publiant leurs mémoires et accordent des interviews télévisées explosives. Ils ont publiquement décrit un climat familial froid, méprisant et hostile. Camilla, en particulier, a été mentionnée dans ces témoignages de manière très peu flatteuse. L'opinion publique perçoit ces groupes comme de véritables factions opposées aux valeurs diamétralement opposées. Tous croient qu'aucun contact significatif n'a lieu en coulisses. Or, les données de la boîte 11A révèlent une réalité sous-jacente tout autre. Pendant que la querelle publique faisait les gros titres, un arrangement discret était en place. Les deux parties ont apparemment trouvé cet arrangement financier secret mutuellement avantageux. Camilla avait un besoin urgent d'une solution de repli sûr pour des capitaux qui ne pouvaient rester au Royaume-Uni. Il lui fallait un endroit où l'argent serait imperceptible pour les auditeurs royaux. Le Sussex Trust est enregistré entièrement en dehors de la juridiction britannique. Cela signifie que William et Catherine n'ont absolument aucun pouvoir de contrôle sur lui. D'un point de vue purement structurel, c'est la destination idéale pour des fonds dissimulés. C'est le seul domaine où un audit médico-légal diligenté par le palais ne peut ni intervenir ni être bloqué. C'est ce qui rend la situation extrêmement délicate pour la nouvelle structure du pouvoir. William et Catherine ont passé toute la journée, du 31 mai, à orchestrer une opération de nettoyage interne impeccable. Camilla a signé le contrat brutal et la session du conseil privé s'est déroulée sans accroc. La presse a accepté l'annonce sanitaire sans poser de questions embarrassantes. De l'extérieur, l'opération semblait parfaitement maîtrisée et couronnée de succès. Mais 12 millions de dollars ne disparaissent pas comme par magie. Cet argent est allé quelque part, et ce quelque part est le seul endroit qu'ils ne peuvent contrôler. Celui qui détient actuellement ces documents financiers possède un pouvoir de négociation considérable. Quiconque possède les reçus, les numéros de compte et les justificatifs sait où l'argent a été transféré. Cette personne est confortablement installée dans une propriété privée du sud de la Californie et observe la situation se dérouler. Elle observe à distance en toute impunité, hors de toute juridiction britannique. Ils opèrent en dehors de toute autorité palatiale et hors de portée de tout ce que William a mis en place. Il ne s'agit pas d'un simple détail
dans un coup d'État palatial par ailleurs parfait. C'est tout le pouvoir de négociation qui se déplace discrètement outre-Atlantique. L'argent a été mis à l'abri avant même que les lourdes portes numériques ne soient fermées à Londres. Le véritable génie de Catherine et William réside dans la discrétion totale de l'opération. Aucun scandale public et aucun drame constitutionnel, aucune trace. L'opération a parfaitement fonctionné car elle était contenue discrète et totalement inviolable. Mais cette invisibilité ne dure que tant que les preuves restent à l'intérieur du bâtiment. Dès que ces documents se retrouvent hors de l'institution, la donne change complètement. Ils sont désormais entre les mains de personnes disposées à s'exprimer publiquement. Harry et Meghan ont déjà démontré leur volonté de partager leur expérience royale. Catherine peut aisément gérer les apparitions publiques de Camilla et sourire aux photographes. Elle peut approuver chaque déclaration écrite et contrôler chaque engagement caritatif. Elle peut préserver l'image soigneusement construite d'une reine consort qui ne représente aucune menace. Mais elle ne peut pas contrôler ce que Harry et Meghan choisissent de faire de ces documents financiers. Ils détiennent le lien entre le fonds fiduciaire des Sussex et 12 millions de dollars détournés. Si cette affaire venait à être révélée au grand jour, elle ne ferait pas que gêner Camilla. Elle soulèverait des questions importantes et dangereuses quant au calendrier même de cet audit. Cela soulève des questions sur ce que Guillaume savait réellement et à quel moment il l'a su. Cela remet en question la véritable intention de ce redressement financier de préserver l'intégrité institutionnelle. Cela laisse penser que l'audit était une arme stratégique et calculée pour s'emparer du pouvoir. Cela ouvre toutes les portes que l'opération d'aujourd'hui était censée fermer définitivement. Ce à quoi nous avons assisté le 31 mai n'était pas un dénouement simple et net. C'était simplement le premier coup d'une partie d'échec mondial bien plus complexe. Le changement de pouvoir au sein de la famille royale. Royal, c'est bien réel et l'autorité de Catherine est absolue. Le drapeau flottant sur le toit au coucher du soleil était un véritable symbole de l'avenir de l'institution. Mais l'élément le plus crucial de toute cette histoire se trouve actuellement au large des côtes britanniques. Il échappe à tout contrôle et est détenu par des personnes qui ont tout intérêt à l'utiliser. La famille royale britannique croit sincèrement avoir refermé le cercle vicieux aujourd'hui. Quelque part à Montecito, quelqu'un sait précisément où la faille de dire.